Port-Royal et le jansénisme. Il y a le pape, ou plutôt deux papes, car deux papes ont parlé. Puis il y a le roi, puis les évêques, les docteurs, les facultés, les communautés, et tout le monde est d'accord. Sauf une poignée de filles qui veulent faire la loi aux savants et aux autorités. C'est là une révolte qui est intolérable. Sur le plateau, un domaine, les Granges, dans le vallon, par lequel on descend le long d'un escalier de 100 marches, une église gothique. C'est un vieux monastère de filles. Au début du XVIIe siècle, elles n'étaient qu'une poignée. La sévère réforme des mœurs qu'elles s'appliquèrent grossit leur réputation. La spiritualité de l'époque enseignait qu'à l'impossible on était tenu. Donc les religieuses furent de plus en plus nombreuses. Des hommes rejoignirent aussi la vallée de Chevreuse. On les appela les messieurs ou les solitaires. Ils vivaient au large des rivages du monde, mais ils n'en étaient pas si éloignés puisque leur voix se faisait entendre de plus en plus distinctement dans la capitale. Ainsi se constitua une famille, on dirait aujourd'hui un réseau d'amis. Ce n'est pas seulement l'attrait de la simplicité qui le définit, il était très partagé au XVIIe siècle par les milieux privilégiés dès lors que leur venait la pensée de la mort. Non, il y avait sans doute autour de Port-Royal un goût particulier de l'égalité et de la liberté qui attira les plus grands esprits du temps. Les pouvoirs en furent extrêmement inquiets. En 1709, Louis XIV crut en avoir fini avec Port-Royal quand il envoya ses argousins raser le bâtiment jusqu'aux fondations. Mais depuis, le tragique vallon proteste contre le despotisme. Quant au mot jansénisme, il a tenu bon très longtemps. Il mériterait d'ailleurs d'être employé au pluriel, tant il est tenace et divers. La marche de l'histoire, France Inter, Jean Lebrun. Monique Cotteret, bonjour. Bonjour. Une grande histoire du jansénisme aux éditions Perrin et depuis longtemps des travaux sur le jansénisme d'après le XVIIe siècle. Parce qu'aujourd'hui, on va surtout parler du moment où débute ce qu'on a appelé le jansénisme. Mais il n'y a pas de fin au jansénisme. En tous les cas, il est très présent au XVIIIe siècle, un jansénisme très politique, mais théologique aussi, important dans la Révolution, et puis après, on peut dire qu'il se survit. Il y a une veine janséniste dans l'idée républicaine, ce que vous nous expliquerez à la péroraison de l'émission. Vous êtes si spécialisé dans le jansénisme que vous habitez un quartier janséniste. Parce que pour vous, quand on est dans Paris, on sait repérer les quartiers jansénistes des autres. On sait que beaucoup de magistrats étaient jansénistes et que les magistrats habitaient dans le quartier que j'ai le bonheur d'habiter aujourd'hui. On n'en dira pas davantage, c'est quand même plutôt rive gauche. Soit donc, au début, une famille de magistrats, de membres du Parlement, qui s'appellent les Arnaud. C'est une famille qui suscite beaucoup de vocations religieuses. C'est une famille dont l'ancêtre est protestant, qui s'est évidemment converti au catholicisme et qui est à ce titre très importante dans la France du siècle des saints, de ce début de XVIIe siècle. Angélique Arnaud est abbesse très 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 jeune de Port-Royal-des-Champs, un vieux et petit monastère cistercien dans la région parisienne. Elle est pénétrée de valeurs héroïques et elle essaye d'expliquer à ses sœurs plus âgées qu'il faut suivre son exemple à elle, donzelle austère. C'est un caractère, c'est un personnage, effectivement, et c'est tout à fait intéressant de voir combien une femme de ce début du XVIIe siècle pouvait avoir d'énergie, de volonté et d'esprit de résistance. Alors les femmes, leur voix se fait entendre sans arrêt dans le monde port-royaliste. On va ici avoir le récit d'une journée fondatrice, 1609, bien avant qu'on parle de jansénisme. Au nom du principe de clôture, Angélique Arnaud refuse l'entrée de son abbaye à sa famille, à qui elle doit d'ailleurs cette abbaye. Et c'est un récit fait par une membre de la famille. Elle réforma tout ce qu'il y avouait de mondain et de sensuel dans ses habits. Ne porta plus qu'une chemise de serge, ne coucha plus que sur une simple paillasse, s'abstint de manger de la viande, fit fermer de bonnes murailles son abbaye, qui ne l'étouait auparavant que d'une méchante clôture de terre éboulée presque partout. Elle eut soin de retirer à elle toutes les clés de la clôture des mains de celles qui les gardaient d'ordinaire, de crainte de surprise. Le vendredi avant la Saint-Michel, les religieuses étant au réfectoire, la compagnie arrive, et la mère qui se préparait devant Dieu dans l'église à soutenir l'assaut, entendant le carrosse, sort et s'en va attendre à la porte de clôture
où M. Arnauld et sa compagnie étaient. M. Arnauld se présente et lui commande de lui ouvrir la porte. On ne sait point en quels termes elle lui répondit, parce que tout le monde s'était éloigné, sinon qu'on sait qu'elle le supplia de vouloir entrer dans un petit parloir qui était tout proche de la porte, où elle lui pourrait parler. S'il y eut jamais personne surprise, ce fut lui et tous ceux qui étaient avec lui, qui n'auraient jamais attendu une telle résolution d'une fille de 18 ans. Il insiste, il presse, il commande, il se fâche, il frappe de plus en plus afin qu'on lui ouvre. À tout cela, elle ne fait que la même réponse, que s'il agréait d'entrer dans le parloir, elle se donnera là l'honneur de lui dire ses raisons. Alors un exemple qui a couru dans tout Paris, c'est presque cornélien. Hein, on est dans une tragédie de Corneille. C'est tout à fait cornélien, et la mère Angélique est un personnage cornélien. Il faut voir qu'elle est là entre la famille, à laquelle elle doit tout, effectivement, et qui est une famille dévote, qui n'est pas du tout une famille anticléricale ou sceptique, ce n'est pas pensable, mais que elle veut suivre les décisions qui sont les décisions du Concile de Trente, et qui donc imposent le parloir pour accéder aux religieuses. Le parloir, l'observation stricte de la règle. Mais ça, c'est classique dans beaucoup d'autres monastères. Bien sûr. Après le Concile de Trente, après ce qu'on appelle oui, la contre-réforme catholique. Ça a beaucoup de succès, parce que à l'impossible, on est tenu, c'est ce qu'on pense dans l'école de spiritualité française. Ça a tellement de succès que Port-Royal doit s'installer à Paris en 1625, tant il y a de religieuses, et vient au parloir pour causer derrière la grille, à Paris, un abbé qui s'appelle l'abbé de Saint-Cyran, et qui est le prototype du directeur spirituel. Alors un directeur spirituel, qu'est-ce que ça peut être ? Qu'est-ce que c'est qu'un directeur spirituel ? Eh bien, c'est le confesseur, mais celui qui doit déterminer toute la vie de ses dirigés. Il y a le directeur et les dirigés. Et Duvergier de Orane, donc abbé de Saint-Cyran, a cette idée que on donne l'absolution trop facilement, donc on est amené à communier comme si ça n'avait qu'une faible importance, et donc il demande à ses dirigés de ne pas systématiquement communier, de laisser un temps de répit, de bien observer ses fautes, de bien lutter contre la concupiscence. Et contre les richesses inutiles, parce qu'il invite beaucoup de ses dirigés à abandonner leurs biens, à tout distribuer, tout quitter, ne rien désirer, et on en tire une immense joie. Être entièrement et uniquement à Dieu. Quelqu'un n'aime pas beaucoup ce courant qui est très important dans le monde du tiers-état supérieur. C'est le cardinal de Richelieu. Vous racontez selon un janséniste, il portait sur lui une sorte de contrat d'assurance, lui, Richelieu. Pour l'éternité, oui. Ouais. Oui, C'est-à-dire que quoi qu'il lui arrive, son Il- confesseur lui avait donné un contrat d'assurance. Absolument. Alors Saint-Cyran, il n'aime pas, il le fait arrêter de manière très arbitraire. Il l'enferme pendant 5 ans au donjon de Vincennes, et vous expliquez, Monique Cotteret, que c'est le premier martyr du jansénisme, alors que le jansénisme n'existe pas. Bah oui, on est en 1640, et du jansénisme, il n'a jamais été question. Pas du tout. Jansénius existe, mais le jansénisme, pas encore. Alors Jansénius existe, mais il vient de mourir. Oui. C'était un ami de Saint-Cyran. C'était le grand ami de Saint-Cyran. Ils ont travaillé ensemble, fait des projets ensemble. Mais Saint-Cyran était aussi un disciple de Bérulle. Hein. Il y a les Bérulle, deux. c'était le grand leader de l'école de spiritualité française. Les dévots français. Oui. Et donc là, il y a les deux influences chez Saint-Cyran. Et Jansénius, qui meurt en 1640, a la chance, entre guillemets, de ne pas voir la publication de son œuvre, l'Augustinus. C'est une sorte de condensé. Il meurt avant, voilà, de l'œuvre de Saint-Augustin. 1300 pages, vous dites. Oui, très difficile. En latin, très difficile. sur 2 colonnes. Écoutez, si un éditeur a le courage, il faudrait lancer une traduction, une édition des notes, mais ce ne sera pas un ouvrage public. Mais Saint-Cyran apprend la mort de Jansénius quand il est en prison. L'Augustinus, il l'ouvre, mais il a les yeux tellement abîmés par la captivité que lui a imposé Richelieu qu'il n'arrive lui-même pas à finir. Il en a eu une idée, il a eu le contenu, mais effectivement, il n'a pas pu en faire une lecture exhaustive. Et c'est
le frère de Mère Angélique. J'espère que on nous suit dans cette la famille généalogie envahissante de la famille Arnaud, qui va prendre la relève et qui va défendre l'Augustinus, ne pas être des demi-chrétiens, aller jusqu'au bout de la réforme intérieure. Alors, ça ne plaît pas au pouvoir, ça n'a pas plu à Richelieu, ça ne va pas plaire à Mazarin, ça ne plaît pas aux jésuites. Beaucoup d'entre eux ont une autre conception. Oui, les deux courants à l'intérieur du catholicisme, c'est donc ce courant augustinien qui croit en la prédestination, qui croit que l'homme est tellement mauvais depuis la chute qu'il ne peut pas choisir le bien ou le mal, il en est incapable. Donc s'il est sauvé, c'est la grâce divine, la grâce efficace. Mais alors, quelle part la liberté humaine c'est la question que posent les jésuites. Et les jésuites, eux, veulent laisser une part à la liberté humaine. Alors voilà le grand débat sur le salut éternel qui a occupé beaucoup de monde dans la première moitié du XVIIe siècle. Dans votre livre, Histoire du jansénisme, il y a une recommandation que vous nous avez faite, et on a vraiment eu raison de la suivre. Le film de Buñuel raconte ça très bien, qui s'appelle La Voie lactée. C'est un voyage le long d'une route, et on rencontre toutes sortes d'hérésies, et non loin de Port-Royal surgit un monsieur de Port-Royal, Jean Piat, un peu piaffant pour un monsieur de Port-Royal. Oh, il y en avait. Ouais, et il rencontre un père jésuite, Georges Marchal, et ils vont en découdre sur l'essentiel. Dans l'état de la nature corrompue, on ne résiste jamais à la grâce intérieure. Oseriez-vous répéter cette phrase dans un endroit plus retiré? Monsieur, je suis à vos ordres. Ah, messieurs, voulez-vous nous accompagner et nous servir de témoins? C'est pour quoi faire? Il s'agit d'un duel. Ouais, mais nous, on n'y connaît rien, vous savez. Qu'à cela ne tienne, vous jugerez selon votre conscience. Oh. Venez. Oh bon. Oh. Oserez-vous maintenant répéter ce que vous disiez? Oui, monsieur. Dans l'état de la nature corrompue, on ne résiste jamais à la grâce intérieure. La grâce n'obtient pas toujours l'effet pour lequel elle est donnée de Dieu. Un moment, s'il vous plaît. Nierez-vous qu'un homme juste au moment d'agir a la grâce suffisante qui lui rend l'accomplissement du bien relativement possible? Oui, je le nie. La volonté est soumise nécessairement à la délectation, actuellement prépondérante. Pour mériter et démériter, dans l'état de la nature corrompue, il n'est pas nécessaire que l'homme ait une liberté exempte de nécessité. Pour mériter et démériter dans l'état de la nature corrompue, il faut que l'homme soit délivré de toute nécessité absolue et même relative. C'est une erreur semi-pélagienne de soutenir que Jésus-Christ est mort généralement pour tous les hommes. Vous faites injure à la bonté divine. Le Christ est mort pour obtenir à tous les hommes les secours suffisants relativement au salut. Et le duel continue devant les témoins interloqués qui avaient prévenu. Nous, on n'y comprend pas grand-chose. On ne comprend pas non plus beaucoup aujourd'hui. Est-ce que les générations futures comprendront les débats de la place de la République? Oui, c'est exactement le problème. Pour les hommes du XVIIe siècle, c'était la vie éternelle était l'objectif à atteindre et la voie pour y parvenir, l'essentiel dans la vie. Donc oui, grâce efficace d'un côté, grâce suffisante de l'autre. Buñuel était un excellent théologien de mon point de vue. Oui, mais je crois qu'il a consulté une congrégation très régulièrement pendant le tournage de La Voie lactée. Oui, ça se voit. Quelle part dans notre salut, à nous dont la nature est corrompue, à la grâce divine et à notre liberté. Et aujourd'hui, on parle de l'inversion de la norme en matière d'aménagement du temps de travail. Mais c'est très compliqué aussi à y réfléchir. Très compliqué vous aussi. faites les comparaisons. Moi, je parle de la place de la République avec les assemblées que vous avez connues après 68. Ah, dans ma jeunesse sauvage, oui. Lorsque l'on se demandait est-ce que l'on vote qu'on vote, et où on disséquait des petites citations qui ne venaient pas de Port-Royal. Et on parlait du demi-marxisme comme du demi-pélagianisme au XVIIe siècle. Jean Piat et Piaffant, c'est un monsieur de Port-Royal. Les solitaires d'habitude, qui vivent à l'ombre de l'abbaye, ils sont une douzaine en permanence, ils ne prêchent pas par l'épée, ils prêchent par la parole et par l'exemple. Oui, l'épée, c'est strictement prohibé. Là, il y a quelques libertés dans le film. Les solitaires, c'est
c'est un phénomène tout à fait intéressant parce que ce sont des laïcs très pieux, très dévots, mais qui n'ont pas franchi le pas, qui ne sont pas devenus clercs, ni séculiers, ni réguliers. Or, comme ils décident de vivre ensemble, ils forment déjà une communauté non régulière qui est par essence suspecte dans cette société monarchique où tout est bien cadré et où leur liberté d'association est suspecte. En plus, ils deviennent maîtres d'école, ils enseignent en français, ils ont des méthodes différentes de celles des jésuites. C'est chez les messieurs de Port-Royal que le jeune Jean Racine, à 7 ans, se retrouve en 1646. Et ils parlent d'eux avec une très grande affection, très longtemps, en dépit de quelques conflits. Et il y a aussi une école de filles. D'ailleurs, le peintre Philippe de Champaigne a confié l'instruction de ses 2 filles à Port-Royal et il fera de nombreux portraits des messieurs ou surtout des religieuses. Tu remarqueras combien le choix de la couleur dominante est important chez lui. Lorsqu'il représente les solitaires de Port-Royal, ce sont les noirs profonds qu'il choisit. Noirs de la misère de notre condition, noirs de l'angoisse d'être là, sur terre, sans aide, noirs du désir d'être différent de ceux qui gouvernent, dirigent, commandent, ordonnent, interrogent, et pour qui le rouge est la couleur qui sied le mieux. Le pouvoir politique a la couleur du sang. Ce sang, cette tache rouge, que l'on retrouve sur la poitrine des religieuses toutes vêtues de blanc. Ce sang est celui justement de Jésus-Christ. La marche de l'histoire, Jean Lebrun, sur France Inter. Port-Royal et le jansénisme, avec Monique Cotteret, qui publie chez Perrin une grande histoire du jansénisme, où elle parle souvent de cinéma. On a entendu un trop bref extrait des fragments de la grâce de Dieutre, un film d'il y a peu d'années. On a entendu un extrait de Buñuel, et évidemment, il fallait qu'on parle de Monsieur de Sainte-Colombe. Et des matins du monde. Dont on a entendu ici un morceau pour 2 basses de viol. Monsieur de Sainte-Colombe, janséniste, a formé Marin Marais dans le film. Marin Marais dit de lui: il regardait le monde à la lumière de la grande flamme qu'on allume au chevet des mourants. Très belle définition, très très belle définition. Et Marin Marais était accusé par Monsieur de Sainte-Colombe, toujours d'après le film, d'aller jouer au battleur chez le roi. Quand Louis XIV arrive au pouvoir personnel, l'opposition du pouvoir politique à Port-Royal va grandir. Louis XIV est d'emblée hostile aux jansénistes pour des raisons politiques. Théologique aussi probablement, mais là il suit son confesseur. Mais pour des raisons politiques, parce que les jansénistes sont suspectés d'avoir participé à la Fronde. Sont suspectés. Ils ont peut-être des sympathies pour la Fronde, mais de fait ils n'ont pas été
actif pendant la Fronde, mais c'était suffisant pour que Mazarin et Louis XIV détestent ce que Louis XIV, avec assez de clairvoyance finalement, les appelait les républicains. Ils ne l'étaient pas au XVIIe, mais comme ils le sont devenus, au fond, c'est un bon point pour Louis XIV. Les jansénistes sont toujours ce que leurs adversaires en font. C'est une de vos devises. On la retrouve aussi implicitement, il faut qu'on parle de théâtre maintenant, dans la pièce d'Henri de Monterland, Port-Royal. Voici les religieuses de Port-Royal-des-Champs face à leurs accusateurs qu'elles accablent de textes pour se défendre. Toujours des requêtes, toujours des paperasses. C'est le monastère de l'écritoire. Ah, si vous, et vous messieurs, pouviez être 6 mois sans écrire, ça donnerait la paix. Vous avez sûrement beaucoup plus d'esprit que pas un de nous autres, ma sœur. Mais le roi ne veut point de frondeuse. Le temps de la fronde est fini. Et qu'avons-nous de commun avec la fronde? On nous marque d'un mot attentivement choisi. Juste celui qu'il faut pour nous perdre. Nous écrivons blanc, et l'on affirme avec indignation que nous avons écrit noir. On dit qu'au monastère, nous ne voulons pas d'image. Nos cellules en sont pleines. Que nous ne communions pas assez souvent. Nous communions au moins 2 fois par semaine. Que nous n'avons pas de chapelet. Et voici... Il suffit de voir, mais on ne veut pas voir. Ce qu'on veut, c'est voir le contraire de ce qui est. À peine une calomnie détruite, on en invente une autre. Par exemple, la pièce de Monterland a été filmée pour la télé par Jean Vernier. C'est un extrait de ce moment important de l'histoire de la télévision française. On accuse par exemple les religieuses de Port-Royal d'être protestantes. Alors que, non seulement elles ont des images, elles ont des reliques. Et combien importante. Oui, ça c'est vraiment une calomnie, pour le coup. On parle souvent de calvinisme rebouilli, d'ailleurs l'expression est horrible, à propos du jansénisme. Mais non, les jansénistes sont des catholiques, sont des augustiniens. Alors après, il y a des divergences entre les catholiques, mais ils restent catholiques. Et sur les reliques, sur le culte des saints, ils sont... Alors justement... Ils choqueraient le moindre protestant. Elles ont une épine de la couronne d'épines. Et la nièce de Pascal, on va parler de plus en plus de Pascal, est atteinte, alors qu'elle séjourne à Port-Royal, d'une fistule au coin de l'œil gauche, qui a carrié l'os du nez. Non, mais je vous cite. Hein. Et puis, ça perce le palais. Ouais, c'est horrible. Et alors, on pose l'épine sur la fistule. Et elle est guérie. Et ce miracle était attendu. Il y a une espèce... Quand on se remet entièrement à Dieu, on attend évidemment un signe de Dieu, selon le principe évangélique qu'il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Et donc, c'est le signe qu'elles estiment avoir reçu. Et c'est effectivement aussi un moment où la persécution va momentanément s'arrêter. Oui, parce qu'avant ce miracle, le roi était allé chercher à Rome une condamnation. Rome avait choisi 5 propositions soigneusement extraites de l'Augustinus, de ce pauvre Jansénius qui n'en pouvait mais, était mort depuis longtemps. Et le miracle de la nièce de Pascal et le génie Pascal. Le génie et son sens de la polémique avec les provinciales. Voilà, c'est le même temps absolument extraordinaire. Au moment où on croit à Port-Royal, au bord du gouffre, il y a cette renaissance par le miracle et par le don polémique de Pascal. Vous savez que Voltaire à la fois détestait Pascal, mais admirait tout de même les provinciales. On va commencer à courir la poste, Monique Cotteret, et à raconter les choses plus brièvement. Le roi va exiger, à partir de 1661, la signature, depuis les évêques jusqu'aux maîtres d'école, en passant par les religieuses de Port-Royal, un formulaire d'adhésion explicite à la condamnation des propositions de l'Augustinus par le pape. Les religieuses, dans un premier temps, semblent obtempérer, mais ça ne suffit pas au roi, qui obtient du dévoué archevêque de Paris l'expulsion des religieuses. Deuxième extrait de Monterland. J'ai l'ordre de rompre les portes en cas qu'on refuse d'obéir. Et refouler ces filles dans la clôture, elles vont partir sur l'heure. Qu'elles aillent chercher le principal de leur harde, le reste leur sera porté demain. Faites retirer ces hommes, monseigneur. Nous protestons et nous en appelons. Et nous obéirons sans qu'il soit besoin de recourir à la violence. Nous sommes entre vos mains. Monsieur le lieutenant civil, vous avez fait chez nous jusqu'à 7 expéditions en 4 mois. Il vous arriva de faire secouer les matelas pour voir s'il n'y avait personne caché dedans.
cette fois vous voudrez bien prendre garde au matelas sur lequel une de nos sœurs agonise. Car il y a toujours une de nous, ici, qui est en train de mourir, pendant que la police est en bas. Ma mère, si j'ai fait secouer des matelas, c'est que mon office était de le faire. Et je ferai cette fois aussi tout ce que je jugerai bon de faire. Et vous m'y forcerez d'autant, si vous le prenez sur ce ton avec moi. Quand notre sœur sera morte, nous placerons entre ses mains une requête à notre Seigneur pour en appeler à lui de votre violence, et nous l'enterrerons avec cela. Vous retenez plusieurs thèmes de cette expulsion de 1664 qui va disperser les religieuses exilées emprisonnées dans des monastères. C'est un chœur de voix de femmes qu'on va entendre. C'est rare pour le XVIIe siècle, parce que ces religieuses exilées, elles vont chacune raconter leur captivité, et les relations vont avoir un succès énorme. Et évidemment, c'est une des choses qu'on leur reproche, puisque la religieuse, c'est le silence, c'est la clôture. Et là, on leur demande, leurs amis jansénistes leur demandent d'écrire. Et ces relations ont évidemment un très grand succès, parce qu'elles sont à la fois, elles vont toutes dans le même sens, évidemment, mais elles sont très différentes les unes des autres. Et c'est très émouvant de retrouver les tempéraments, l'origine sociale, dans leur façon d'exprimer leur fidélité à Dieu et donc leur résistance au nom de cette fidélité et au nom de leur conscience. C'est très très beau ce thème de la conscience. Deuxième thème qui est exprimé par la mère prieure qui va être expulsée. Je vais déposer une requête, toujours les requêtes, dans les mains de la morte et elle sera enterrée avec. Sauf qu'en 1709, plus tard, le vieux roi va dépêcher ses argousins pour raser les fondations de Port-Royal et déterrer les morts et les mortes, non Racine, du cimetière de Port-Royal. Et il ne va pas l'emporter au paradis. Non, là c'est véritablement l'énorme erreur de Louis XIV. Il veut tout raser et il pense que comme il a rasé les temples protestants, il peut raser ce monastère qui lui résiste. Et dans la résistance, il y a la destruction du cimetière. Et là, c'est véritablement, je pense, quelque chose qu'il n'avait pas imaginé, la force de l'impact d'une persécution des morts. Et c'est quelque chose qui va être fondateur pour le jansénisme, refondateur. Ils sont à la fois les héritiers des premiers chrétiens et les héritiers des religieuses persécutées, des morts persécutés. Et les héritiers des Juifs dont le temple de Jérusalem a été, disent-ils, rasé dans des conditions comparables. Oui. Vous faites la comparaison avec l'exhumation et la profanation des corps des rois à Saint-Denis, et vous n'êtes pas la première à le faire, Chateaubriand. Oui. C'est Chateaubriand qui fait ce... Louis le Grand, dites-vous, vous citez Chateaubriand, vous avez enseigné à votre peuple les exhumations. Eh bien, accoutumé à vous obéir, votre peuple vous déterre à votre tour. C'est sublime. Faut dire, ce Chateaubriand-là a perçu quelque chose de très très important. Et ça lui permet aussi, dans le contexte de la Restauration, d'être plus dans la filiation d'Henri IV que dans celle de Louis XIV. Mais vous avez rendu grâce tout à l'heure à Louis XIV, ça pourrait être la dernière réflexion. Monique Cotteret, on en retrouvera des linéaments, des développements dans votre histoire du jansénisme chez Perrin. Louis XIV, il avait deviné qu'il avait des pré-républicains face à lui. Curieusement, oui. Je dis curieusement parce que je trouve qu'en matière de théologie, il n'est pas toujours très très ouvert, très formé, et en même temps, il n'a pas été très adroit dans sa gestion du jansénisme, puisque en fait, il a alterné les phases de persécution, les phases de reconnaissance. Il a sollicité cette bulle unigenitus qui a été une véritable catastrophe pour la monarchie et le XVIIIe siècle. Ça, c'était à la fin des fins, voilà. Après ça a été le début du combat des parlementaires, etc. Donc il s'est beaucoup trompé, me semble-t-il, mais effectivement dans cette perception d'un républicanisme, d'une certaine liberté de conscience, exigence de la conscience, il a vu quelque chose qui allait dans le sens de l'évolution vers la République. Vous savez, quand la monarchie et la Sainte-Église condamnent, elles font preuve souvent d'une sorte de flair surnaturel. Tout à fait. Merci à vous, Monique Cotteret. L'émission était préparée par Franck Oliver, Frédéric Martin et Linka Negulesco à la réalisation, Jacques Sical et Stéphane Poitvin à la technique.